La grâce et la paix soient avec vous tous, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi que l'apôtre Paul commençait souvent ses lettres, combinant la salutation traditionnelle et tout à fait profane des Grecs, charis oumin, le bonheur, devenu la grâce, soit avec vous, et la salutation traditionnelle des Juifs, shalom aleichem, la paix soit avec vous. Et par cette expression, Paul voulait s'adresser aux Juifs et aux Grecs, à ceux qui se considéraient dans la maison de Dieu et à ceux qui restaient plutôt dans le grand large de l'universel. Et en commençant notre culte par l'expression de Paul, nous voulons signifier que nous sommes héritiers de ces deux messages, celui de la paix du Premier Testament et celui du bonheur, de la grâce du Second Testament. Mais aussi que ce message s'adresse à ceux qui se trouvent bien dans la sphère de la religion et à ceux qui se trouvent bien à l'extérieur. Que la grâce et la paix soient donc avec vous tous. Quelle que soit votre appartenance, quelle que soit votre origine, vos opinions, cette maison est la vôtre. Nous aimons accueillir ici tous ceux qui poussent la porte, sans aucune obligation, sans justification, juste pour partager un moment de réflexion et de recueillement commun. Et je pense qu'aujourd'hui, nous allons avoir une réflexion fort intéressante à partager avec notre invitée, Mathilde Himer. Je pense que la grâce est déjà avec nous, puisque nous avons eu la chance de pouvoir déjà organiser consécutivement 3 cultes-conférences dans les conditions absolument cataclysmiques que nous traversons tous. Et on peut considérer que c'est une vraie bénédiction pour nous tous ici. Et je vous propose de commencer ce culte en louant Dieu et en lisant le psaume 62. Je n'ai de repos qu'en Dieu seul, mon salut vient de lui. Lui seul est mon rocher, mon salut, ma citadelle. Je suis inébranlable. Je n'ai de repos qu'en Dieu seul. Oui, mon espoir vient de lui. Et nous commençons en chantant le cantique au psaume 8, les strophes 1, 3, 4 et 6. Voici ce que Jésus-Christ nous donne comme chemin pour vivre et pour vivre heureux. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme,
de toute ta force et de toute ton intelligence. C'est là le premier et le grand principe. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Merci, ô Dieu, pour ce chemin juste et bon. Prions le Seigneur. Ô Éternel, je veux ce matin déposer ma vie devant toi, toute ma vie. Non pas seulement mes manquements ou des pensées furtives, des prières secrètes et des élans momentanés, mais toute ma vie, ces jours et ces nuits, pour que toute ma vie soit apaisée par toi. J'ai besoin de toi et j'ai besoin de paix. Je ne me méprise pas, je ne te demande pas de m'abaisser. Je te demande, Éternel, de me libérer de l'angoisse de vouloir tout maîtriser, de me délivrer de la pensée que je dois faire mes preuves à chaque instant. Donne-moi force et humilité pour ma vie et pour le monde qui m'entoure. Rappelle-moi que la paix vient de toi, que l'amour vient de toi, que l'espérance vient de toi. Amen. Et voici la réponse de l'Éternel à nos inquiétudes, tirée d'Ésaïe 54. Même si les montagnes s'effondraient, même si les collines chancelaient, ma bonté pour toi ne faiblira pas, et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, car je t'aime d'un amour éternel, et je te consolerai comme une mère console son enfant. Et je vous propose de nous lever pour chanter le cantique 244, les strophes 1, 2, 3, 4 et 5. Mais il est court, je vous rassure. Alors Mathilde Imer. Mathilde, c'est un peu notre Greta Thunberg à nous, désolée de la comparaison, avec quelques années de plus et qui aurait réussi à associer les citoyens à la lutte pour le climat et à la démocratie. Et Mathilde, du haut de ses 30 ans, elle a déjà une bonne dizaine d'années de militantisme derrière elle. Ainsi, elle a cofondé Démocratie ouverte et les Gilets citoyens. Et la question à l'époque, c'est toujours comment essaimer l'innovation démocratique sur les territoires. Tout un programme. Et puis elle a co-initié ce qu'on a appelé l'affaire du siècle, une campagne dont vous vous souvenez sûrement, à 2 millions de signatures pour mettre devant les tribunaux les gouvernements qui ne font rien ou pas assez vite pour le climat. Et on sait à quel point aujourd'hui ces procédures se multiplient et c'est une bonne nouvelle pour nous tous. Enfin, elle a été appelée l'an dernier par la Convention citoyenne pour le climat pour faire partie du comité de gouvernance des fameux 150 citoyens tirés au sort. Elle a facilité, et j'ai bien l'impression que facilitatrice, c'est un métier qui lui ressemble, l'accouchement des 149 propositions
que le président de la République s'est engagé à reprendre, sauf 3. Alors bien sûr, on n'est pas au bout du processus et la Covid ne facilite pas les réformes. C'est dur pour elle et c'est dur pour nous. Alors Mathilde, comment allez-vous ? Bonjour à toutes et tous. Vous m'entendez là ? Si je parle plus fort comme ça, c'est mieux ? Déjà, merci à Valérie pour l'invitation. Et je dois vous dire que c'est assez impressionnant de parler de si haut. Moi qui mesure moins d'1m60, ça me fait bizarre de vous voir d'en haut. La réponse est je vais bien, parce que la Convention, je crois, a permis de faire avancer des sujets démocratiques qui me tiennent très à cœur. Même si le processus n'est pas terminé et qu'aujourd'hui il y a une certaine frustration au sein des 150 citoyens tirés au sort et que je partage moi-même. Peut-être avant de vous dire un peu plus comment je vais et essayer de vous renvoyer comment vont les 150, vous expliquer qu'est-ce que c'est finalement cette Convention citoyenne pour le climat, pourquoi est-ce qu'on l'a mis en place et où est-ce qu'on en est finalement. Et du coup, où est-ce qu'on en est aussi en termes de bien-être intérieur. La Convention, c'est 150 citoyens qui ont été tirés au sort. Tirés au sort pour être représentatifs de ce qu'on appelle la diversité de la société française sur 6 grands critères. On voulait que dans cette convention, il y ait autant de femmes que d'hommes que dans la société française. Autant de jeunes que de vieux que dans la société française. Autant de riches que de pauvres que dans la société française. Etc., etc., sur plusieurs critères. Il y a aussi le niveau de diplôme, évidemment la répartition géographique, il y a la typologie de zone géographique dans laquelle, est-ce que vous êtes plutôt, vous habitez plutôt en ville, est-ce que vous habitez plutôt en zone rurale, est-ce que vous habitez plutôt en banlieue. Et donc c'est un peu comme une photographie de la France à un instant T, qui permet d'avoir le vécu, ce que vivent les gens sur le terrain, à un moment où nos institutions font preuve d'une certaine déconnexion. Ça ne veut pas dire qu'elles sont achetées, pas du tout. On voit bien aujourd'hui qu'il y a une déconnexion entre les citoyens et les élus, qu'un certain nombre de nos concitoyens ne se retrouvent pas représentés par nos institutions classiques. Donc le tirage au sort, c'était d'abord cette ambition-là, c'était de se dire comment est-ce qu'on vient finalement peut-être mettre à jour notre démocratie pour qu'elle survive. Moi, une des grandes craintes qui m'habite, c'est qu'avec les crises successives qu'on vit, qu'elles soient économiques, qu'elles soient sanitaires, on voit bien qu'il y a un certain nombre de nos libertés individuelles, que notre démocratie, finalement, est en difficulté, notamment quand on voit le populisme aussi monter un peu partout dans le monde, y compris en France, depuis déjà plus d'une dizaine d'années. Et donc, moi, je suis persuadée que la démocratie, si elle veut survivre, doit se mettre à jour. Se mettre à jour parce qu'aujourd'hui, les citoyens, ce n'est pas les mêmes que quand on a créé nos institutions de la Ve République et de la démocratie représentative. Aujourd'hui, les gens ont un niveau de diplôme beaucoup plus élevé, alors qu'à l'époque, quand on a créé nos institutions, les gens, majoritairement, ne savaient pas lire et pas écrire. Donc ça paraissait normal de complètement déléguer à des gens, finalement, la capacité de voter pour nous les lois et d'être représentés. La deuxième chose qui a grandement changé, c'est les réseaux sociaux. On a pris l'habitude, surtout les nouvelles générations, de donner notre avis un peu tout le temps finalement. Et donc de se dire qu'il faut attendre tous les 5 ans pour mettre un bulletin dans l'urne pour donner mon avis, c'est quelque chose qui ne fonctionne plus dans la démocratie au rythme auquel va la société aujourd'hui. Et la troisième chose, c'est que notre démocratie aujourd'hui, elle n'est pas outillée pour gérer les questions du long terme. Et on le voit avec la crise du coronavirus aussi, où il y a des gens qui avaient anticipé ce type de crise et qui disaient qu'il faut créer des systèmes beaucoup plus résilients. Sauf que notre démocratie, elle a été créée à un moment où les crises comme la crise climatique, la crise de la biodiversité n'existaient pas du tout. Donc ces enjeux de long terme, on n'est pas outillé pour les gérer. Et donc on a tiré au sort ces 150 personnes pour qu'elles soient représentatives de la société française, et on leur a donné un mandat, on leur a donné une question qui était comment est-ce qu'on réduit les émissions de gaz à effet de serre drastiquement, d'au moins 40%, dans un esprit de justice sociale. Il faut se rappeler que cette convention, elle est née dans un contexte qui est le mouvement des Gilets jaunes, qui a été initié sur la taxe carbone qu'avait présentée le gouvernement, qui était une taxe carbone qui pesait 2 à 3 fois plus sur les ménages les plus précaires par rapport aux ménages les plus aisés. Donc ça a mis le feu aux poudres, et petit à petit, le mouvement des Gilets jaunes s'est transformé sur quelque chose de purement taxe carbone, sur aussi des enjeux démocratiques, avec la question du référendum d'initiative citoyenne, par exemple, dont je pense que vous avez tous entendu parler. Donc dans ce contexte-là, ça avait du sens de voir finalement, puisqu'a priori
le gouvernement et l'Assemblée nationale n'arrivent pas seuls à prendre le pouls de la société sur comment est-ce qu'on fait une transition écologique qu'embarque tout le monde, et qui ne laisse pas de côté les plus précaires qui considèrent que quand on leur met une taxe carbone, ils ne peuvent plus aller bosser, ils ne peuvent plus accompagner leurs gamins à l'école parce que juste ça coûte trop cher. Comment est-ce qu'on résout cette équation entre fin du monde et fin du mois? Et la manière dont ils ont fonctionné, c'est de se réunir pendant 7 week-ends, de 3 jours chacun. Ça se passait au Conseil économique, social et environnemental, donc pas si loin d'ici. Se réunir, pas juste entre eux, c'est-à-dire qu'on n'a pas demandé à des citoyens qui, par magie, auraient un bon sens, qui arriveraient à des propositions qui permettraient d'allier ambition climatique et justice sociale. Ce qu'on leur a demandé, c'est de se réunir sur cette session et on leur a donné les éléments dont ils considéraient avoir besoin pour pouvoir répondre à la question. Donc on a fonctionné avec différents temps, finalement, dans la progression, dans la formation. Le premier week-end, par exemple, était vraiment sur le diagnostic scientifique. Donc il y a une scientifique du GIEC qui s'appelle Valérie Masson-Delmotte. Le GIEC, c'est le rassemblement de tous les scientifiques du monde entier sur la question climat. Et Valérie Masson-Delmotte leur a présenté ce que disent aujourd'hui ces scientifiques. Ça a été un choc énorme pour ces citoyens tirés au sort. Parce qu'à part les quelques militants qui étaient là et à part les quelques climato-sceptiques qui étaient là aussi, la plupart d'entre eux avaient conscience que, oui, il y a un problème avec le climat, on le sait. Mais pas du tout du niveau d'urgence et pas du tout du niveau d'impact du fait que la planète, potentiellement, si on ne faisait rien ou si on continuait à faire si peu, allait être inhabitable pour moitié. C'est des choses qui font peur. À la fin de cette session-là, ils étaient dans un état où, pour le coup, ils n'allaient pas bien pour répondre à la question. Où ils se sentaient complètement impuissants face à un truc aussi énorme. Ils se demandaient pourquoi est-ce qu'on avait demandé à des petits citoyens, comme ils le disaient eux-mêmes, des citoyens lambda, de prendre des décisions face à un péril aussi énorme. Et apeurés, certains même qui avaient tellement peur qu'ils avaient presque un repli de se dire non, en fait, c'est tellement énorme que je ne veux pas voir. Donc une position un peu de déni qu'on peut voir dans la société aussi, et qui est assez naturelle, qui est assez humaine. Et donc la question qu'on a eue aussi, nous, au sein de la Convention, c'est comment est-ce que de ce qui se passe là, à l'échelle de ces 150, mais qui existe aussi dans la société en général, on arrive à faire passer d'un sentiment d'impuissance et de peur à un sentiment de mise en action et de pouvoir d'agir, finalement. Et les sessions d'après, elles ont été designées dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on leur a donné les clés pour qu'ils puissent comprendre qu'est-ce qui bloque, quelles sont les potentielles solutions, et à eux ensuite de délibérer, de mettre le curseur là où ils pensaient que c'était juste. Donc la deuxième session, par exemple, c'était sur les problèmes. Puisque tout le monde a l'air de dire que la transition écologique, il faut la faire, tout le monde est d'accord aujourd'hui, que ce soit du côté des partis politiques, on voit bien que tout le monde aujourd'hui passe au vert, entre guillemets. Quand on regarde les entreprises, on entend de plus en plus des patrons, que ce soit des PME ou des grands groupes qui parlent d'écologie. On voit que les citoyens ont un appétit, c'est toujours une chose qui sort dans les sondages très très haut. Et pourtant, on a l'impression que ça avance pas. Quand on voit Nicolas Hulot qui démissionne avec fracas, on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à avancer sur ce truc-là? Et donc, ils ont été répartis dans 5 groupes de travail. Se nourrir, se loger, se déplacer, consommer, produire et travailler. De ces 5 groupes, ils ont auditionné toutes les personnes qui voulaient. Donc en fait, tous les acteurs de la société. Donc il y avait à la fois, si je prends dans se nourrir par exemple, ils avaient à la session 2 sur les problèmes, ils avaient à la fois la FNSEA, qui est un syndicat agricole qui est majoritaire aujourd'hui dans l'agriculture, et qui n'est pas connu pour être très progressiste sur les questions je vois les têtes, c'est même un euphémisme, qui est plutôt connu pour être rétrograde sur la question du glyphosate et ce genre de pratiques. En face, il y avait Greenpeace, et au milieu, il y avait un distributeur, je ne sais plus si c'était Carrefour ou si c'était Système U, mais un des deux. Et l'idée, c'est qu'à chaque fois, ils auditionnaient des gens qui n'étaient pas d'accord entre eux au même moment, pour qu'ils aient les réponses des uns et des autres aux mêmes questions, et de se dire, voilà, Carrefour finalement rencontre tel problème, c'est pour ça, en tout cas, ce qu'ils nous disent, c'est que la raison pour laquelle ils avançaient, c'est celle-là. À côté, on a Greenpeace qui nous dit, ah mais non, Carrefour vous ment, en fait, ils sont en train de tricher sur tel truc, et Carrefour répond, etc. Et la FNSEA explique, oui, mais moi, les agriculteurs, c'est quand même l'endroit où il y a le plus de taux de suicide, donc c'est un métier complètement dévalorisé, extrêmement compliqué. Voilà. Donc ils ont eu toutes ces contraintes-là dans tous les différents groupes. Ensuite, ils ont eu évidemment les solutions, on leur a pas que mis la tête dans ce qui ne va pas, mais c'est aussi de présenter les choses qui fonctionnent.
à l'échelle très locale. Donc il y a des collectivités locales, il y a des entrepreneurs, il y a des associations qui sont venues présenter ce qu'elles faisaient et qui marchent et qui pourraient être répliquées un peu partout dans notre pays et même ailleurs. Et puis des solutions plus macro, des solutions économiques, des solutions de politique publique, de comment est-ce qu'on fait cette transition. Donc ça, c'était les 3 premiers week-ends, et ensuite les 4 derniers week-ends, finalement, ils se sont retrouvés plutôt entre eux, à partir de toute cette matière, à délibérer, à se dire, bon bah ok, on a le diagnostic scientifique, on voit les contraintes des uns des autres, on voit les solutions qui existent, qu'elles soient technologiques, économiques et compagnie. Maintenant, où est-ce qu'on met le curseur et quelles sont les propositions qu'on fait? Ils ont atterri à 149 propositions. L'engagement qu'avait pris le président de la République en amont de cet exercice, c'était de reprendre toutes les propositions sans filtre et de les passer soit au référendum, soit au Parlement, soit à la voie réglementaire directe. Là où on en est aujourd'hui, c'est que les 150 citoyens tirés au sort ont demandé un référendum sur plusieurs sujets. Emmanuel Macron a accepté d'en faire un sur un seul des sujets qu'ils avaient demandé. C'est le changement de la Constitution, l'article 1. Donc c'est de dire, on met la question environnementale et écologique dans la Constitution française pour montrer qu'en fait ça devient un vrai sujet et que nos institutions doivent le prendre en compte demain dans les choix que font nos institutions. Deuxième chose, c'est que les 150 ont transmis, ont souhaité jouer le jeu de la complémentarité avec l'institution en transmettant la quasi-intégralité de leurs mesures aux parlementaires pour que les parlementaires puissent faire le travail et voir si ils sont d'accord avec ces 150 citoyens tirés au sort ou est-ce qu'ils les modifient. Là où il y a une frustration énorme des 150 que je partage, c'est que il y a un moment, au lendemain de la restitution des travaux de la Convention, le président de la République a dit, sous ces 149 mesures, j'en prends 146 sans filtre. On a tous applaudi à ce moment-là, parce qu'en vrai, qu'un président mette 3 jokers, entre guillemets, comme il l'a dit, sur 149 mesures, c'est quand même pas grand-chose, et vu le jeu de contraintes qu'il a, plutôt chapeau bas. Sauf que depuis, cette parole-là, cette promesse-là, n'a pas du tout été tenue par le président de la République, qui est en train de détricoter avec le gouvernement un certain nombre de propositions, et du coup on a un texte de loi qui arrive au Parlement, dans lequel le niveau d'ambition il est très 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 bas. Donc la frustration elle vient de là. Ça ne veut pas dire que les parlementaires vont peut-être rehausser l'ambition. Si vous aimez vos députés ou vos sénateurs, allez les voir, et si vous pensez que ce que propose la Convention est chouette, allez-y. Mais on en est là, et donc il y a un certain sentiment de frustration. Néanmoins, ce qu'on voit, c'est que les choses qui font qu'on avait décidé de pousser cette convention auprès d'Emmanuel Macron et des pouvoirs publics, on a fait les avancées. Je le disais tout à l'heure, la question démocratique, le fait d'avoir juste prouvé que 150 citoyens tirés au sort pouvaient arriver à écrire des propositions cohérentes, ambitieuses. Finalement, on n'avait pas forcément besoin aujourd'hui de déléguer forcément à des élus. C'est quelque chose de complètement nouveau dans notre pays. Ça se pratique dans plein d'autres pays assez régulièrement. En Irlande, c'est devenu une pratique courante. En France, c'est quelque chose de complètement nouveau. On voit que la question du tirage au sort, elle pose question. Il y a un grand nombre d'acteurs politiques qui aujourd'hui se disent c'est hyper intéressant parce qu'en vrai, c'est ça qui va nous sauver notre démocratie. Et d'autres qui disent moi j'aime pas du tout ça, c'est quoi ces citoyens lambda qui viennent décider, ils sont pas formés, ils savent rien sur rien. Ce que ça a prouvé, c'est que ça fonctionne. Et ce que ça prouve aussi, c'est que ça permet de mieux représenter ceux qui sont sous-représentés dans les institutions classiques. Et donc notamment les jeunes, les femmes et les classes les plus populaires. Deuxième chose pour laquelle on l'avait fait, c'est sur la question de la justice sociale. Ce que je vous l'avais dit, c'était sur la taxe carbone. Donc de voir comment est-ce qu'on pouvait imaginer des mesures qui vont dans le sens d'à la fois de l'écologie, mais aussi de la justice sociale. Et il y a plein de propositions qui vont dans ce sens-là dans la Convention. Je prends un exemple, on parle des chèques alimentaires. On sait aujourd'hui qu'avec la crise du coronavirus, beaucoup de gens se retrouvent avec des fins de mois extrêmement compliqués. Une des propositions de la Convention, c'est via une taxe sur les dividendes des plus grosses entreprises, de financer des chèques alimentaires pour les plus précaires qui sont fléchés vers des produits bio, locaux, d'une agriculture qui est plus raisonnable que celle qu'on a aujourd'hui. Un autre exemple, c'est le fait de passer aux voitures à essence, gasoil, aux voitures électriques. C'est extrêmement cher à l'achat d'une voiture électrique et donc c'est pas du tout accessible pour tout le monde.
Une des propositions de la Convention, c'est de dire, puisque c'est cher à l'achat et qu'il n'y a pas vraiment de marché de seconde main, entre guillemets, parce que c'est encore trop nouveau, c'est de permettre de la location longue durée, ce qui permet à tout le monde d'accéder beaucoup plus facilement à un bien qui aujourd'hui est devenu presque une condition dans certains centres-villes pour pouvoir rentrer, parce que certaines villes mettent des vignettes, et donc si vous êtes pauvre et que vous ne pouvez pas changer de bagnole, vous êtes un peu bloqué. Je ne vous fais pas toute la liste des mesures, et si vous voulez que je revienne dans le détail, il y en a. Mais par exemple aussi sur les questions d'emploi, on parle beaucoup aujourd'hui de crise économique, il y en a une qui devrait mettre tout le monde d'accord, c'est la rénovation thermique des bâtiments. Vous savez comment est-ce que, ça permet de rénover les bâtiments pour qu'ils soient mieux isolés. Ça permet, en termes de justice sociale, d'avoir des gens qui vivent aujourd'hui dans ce qu'on appelle les passoires thermiques, qui ne vivent plus dans ces passoires et donc ont des fins de mois plus faciles parce qu'ils n'ont pas une facture électrique ou de chauffage monstrueuse. Ça permet aussi de créer énormément d'emplois en France. Les pays où ils ont mis en place une rénovation thermique ambitieuse, c'est un gisement d'emplois énorme, non délocalisable, parce qu'on parle de nos maisons, de nos bâtiments, et de relance économique assez forte aussi. Pour autant, même là-dessus, moi c'est ce que je disais à Benoît tout à l'heure, je ne comprends pas pourquoi le gouvernement ne va pas plus loin sur cette question-là, où il est complètement en deçà de ce que proposent les citoyens, alors qu'il y a un boulevard pour tout le monde. La troisième raison pour laquelle on a fait cette convention, c'est aussi pour voir, ce que je disais tout à l'heure, comment est-ce qu'on arrive à faire passer d'un sentiment d'impuissance et de déni, parce que ça fait peur. Parce que la réalité du changement climatique, c'est que c'est flippant. Enfin, si vous regardez, si vous ne l'avez pas encore fait, vraiment, je vous invite à juste lire les 2 pages de rapport du GIEC, ces fameux scientifiques du monde entier qui bossent sur les questions climatiques. Ça fait peur, et on ne va pas se mentir. Néanmoins, je pense que si on laisse la société ou les gens dans une situation de peur comme ça, sans rien leur proposer pour avancer, c'est morose, et en fait, les gens, du coup, se sentent piégés dans un truc où ils voient bien un problème qui se rapproche vers eux, et en même temps, on n'a pas les outils pour pouvoir agir, mis à part les petits éco-gestes qu'on nous propose aujourd'hui, mais qui ne suffisent pas, parce qu'aujourd'hui, on sait que même si on était tous exemplaires, on triait à fond nos déchets, qu'on faisait tous du vélo, etc., on n'arriverait qu'à 25% de l'effort qu'il faut faire. Donc c'est ça l'intérêt des propositions de la Convention, c'est aussi de voir comment est-ce que des citoyens peuvent faire plus que juste les éco-gestes qu'on fait chacun ou chacune à la maison, qui sont parfois un peu barbants, mais qui permettent de faire avancer les choses. Là où je suis heureuse, c'est que on sent que ça a intéressé et que ça influence d'autres pays, et que d'autres pays ou d'autres localités. Il y a plein de maires qui se sont engagés avant même de voir ce que ferait Emmanuel Macron et le gouvernement de leur proposition, qui se sont dit, moi, je vais prendre les propositions de la Convention et je vais mettre celles qui sont de mon ressort en tant que maire en place dans ma ville. Plus de 60 communes de tout bord politique, pour le coup, il n'y a pas c'est pas un truc partisan, qui ont commencé ces dynamiques-là. Il y a plein de pays européens qui ont commencé à mettre en place eux-mêmes des conventions citoyennes pour voir dans leur pays où est-ce que les citoyens mettent le curseur. Il y a au niveau de la Commission européenne une réflexion sur est-ce qu'on ne peut pas faire un tel exercice au niveau de l'Europe, parce qu'il y a plein de choses, typiquement dans les propositions de la Convention citoyenne française, il y a une demande de mettre ce qu'on appelle une taxe carbone aux frontières de l'Europe, pour qu'on arrête d'importer des produits made in China complètement dégueulasses aujourd'hui. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle aussi que le tirage au sort ait fait ses preuves. On voit que ça intéresse aussi des acteurs politiques qui commencent à le mettre dans leur programme et à se dire peut-être là un renouveau de l'institution à mettre en place. Là où je serais extrêmement frustrée, c'est que je vois un certain nombre de commentateurs décrire les citoyens de la Convention comme des Khmers verts, avec une violence dans la manière de dire, alors que si vous regardez les vidéos des 150, vous vous rendez très vite compte qu'il y a tout le monde en fait. Pour le meilleur comme pour le pire d'ailleurs, parce que du coup on a aussi eu du machisme, on a aussi eu du jugement de classe, on a aussi eu des comportements, voilà, c'est une mini-France avec ce qu'il y a de meilleur comme de pire. Et du coup quand on les décrit comme des Khmers verts, alors que je les ai vus prendre cette baffe, cette claque comme ils disent à la première session, je me dis mais ça veut dire que les gens n'ont pas du tout compris l'ampleur du défi climatique. Et là je parle en mon nom, mais c'est du haut de mes 30 ans, ça me fait flipper dans le sens où la crise sanitaire, moi je pense que j'ai bien compris l'ampleur de laquelle c'était, et que par solidarité, notamment pour mes aînés,
je mets mon masque, je fais attention, je mets mon gel, etc. Et j'ai l'impression finalement que une partie de nos aînés, quand je vois ceux qui attaquent les 150 de PRR, n'ont pas du tout compris où était le changement climatique, ils ne font pas preuve du tout de solidarité auprès des jeunes générations, parce que nous, c'est pour le coup notre avenir qui est en jeu. Enfin, donc je ne suis pas Greta Thunberg, je ne suis pas aussi radicale, je pense que je suis moins rentre-dedans qu'elle. Mais pour autant, je pense que le message que porte Greta est intéressant de dire, en fait, elle ne dit rien d'autre que ce que disent les scientifiques au final. Donc de se dire, on ne veut pas écouter une gamine qui répète ce que disent les scientifiques, moi je trouve ça assez gênant. Et donc, je suis dans un moment de réflexion pour répondre à la question de Valérie. Je sais que c'est le cas aussi de plein d'autres jeunes qui ont participé à la Convention, de se dire comment est-ce qu'on arrive à faire de la crise du coronavirus un moment où on peut recréer un élan de solidarité entre générations, tel que ça s'est produit au sein de la Convention, où les jeunes et les plus vieux ont vraiment eu des discussions hyper intéressantes entre eux sur la question du climat, la place que ça prend dans leur vie, et comment est-ce qu'on reproduit ça à l'échelle de la société, à un moment où la crise du coronavirus, je trouve, prouve un moment de solidarité des générations les plus jeunes envers les plus aînés. Peut-être m'arrêter là, je pourrais dire encore plein de choses. J'aurais vraiment souhaité, parce que je trouve ça plus intéressant quand il y a des questions qui viennent, mais du coup je vais rester un petit peu après s'il y en a qu'on ont, parce qu'avec le Covid, du coup on ne peut pas poser des questions, mais j'espère avoir répondu aux quelques questions que vous pouvez poser sur la Convention. Et ravi, comme je le disais, je vais devoir aller déjeuner chez mes parents après. Mais si j'arrive pas à répondre à tout le monde, je laisserai, Valérie a mon mail et mon téléphone, donc vous pouvez aussi passer par là si vous le souhaitez. Et un grand merci pour l'invitation.
Confessons notre foi. Nous croyons en Dieu. Il est celui que nous ne pouvons comprendre ni atteindre, celui qui nous dépasse infiniment, nous environne de sa tendresse, nous soutient dans nos défaillances et nous anime de son ardeur. Nous croyons en Dieu. Il se rencontre partout, dans la réflexion des sages et la prédication des prophètes, dans l'histoire, dans la nature et dans l'art. Il se rencontre surtout dans celui qui s'est abaissé, oublié, donné, dans celui qui s'est approché de nous pour nous parler, nous secourir et nous transformer. Il est en Jésus le Christ qui a peiné, souffert et qui est mort pour nous conduire à lui. Il est dans le ressuscité qui fait jaillir en nous une vie nouvelle. Nous croyons en Dieu. Il met en nous un esprit de paix, une soif de justice, le goût du service, la compassion pour le prochain. Il suscite une confiance qui ne désespère jamais, un amour que rien ne rebute, et fait naître une espérance qui nous permet de voir plus loin que le monde. Amen. Et je vous propose de nous lever pour chanter ensemble le cantique numéro 266, les strophes 1, 2 et 3. Je pense que vous vous joindrez à moi pour remercier vivement Mathilde pour cette belle conférence, surtout cet élan d'optimisme qui va probablement illuminer notre dimanche et je l'espère, les semaines qui viennent. Moi, j'ai particulièrement aimé plusieurs aspects de ta conférence, Mathilde. D'abord, cette naissance des citoyens dans ce collectif incroyablement vertueux, si je puis dire, et
et productif qui fait de 150 citoyens tirés au sort, qui a priori n'ont pas de vocation particulière pour la politique et la gestion, des citoyens actifs, maîtres de leur vie et responsables de ce qui va se passer plus tard. J'allais dire, c'est très foyer de l'âme comme expérience, parce que chez nous, on a vraiment avant tout cette vision positive de l'homme et cette notion de la responsabilisation de chacun dans notre sort commun, avec cette solidarité qui va ensemble et qui est particulièrement positive. Et puis, ça va aussi très bien et ça répond à cette démarche d'église verte qui a été initiée par beaucoup d'églises en France, que ce soit catholiques ou protestantes d'ailleurs, et dans laquelle nous sommes rentrés depuis septembre dernier avec une commission spécifique, avec des travaux de plusieurs groupes à ce sujet. Et évidemment, ça va aussi pas mal résonner sur leurs travaux actuels, puisqu'on sait à quel point tous ces problèmes d'environnement dépassent largement ce que tu disais, le tri des déchets ou autre, et que ça rejoint énormément tous les aspects de justice sociale qui nous mobilisent également. Et puis enfin, troisième aspect qui m'a beaucoup touchée, c'est cet intergénérationnel. Tu disais effectivement que dans la crise du Covid que nous traversons, les jeunes se sentent solidaires des plus anciens. Eh bien, c'est le moment que les plus anciens soient solidaires des jeunes. Et je crois que c'est un beau message également à passer, parce que c'est ceux qui sont aux manettes aujourd'hui, qui sont peut-être des anciennes générations, qu'il faut maintenant empoigner ce problème à bras-le-corps et faire quelque chose pour vous, qui nous suivez, les trentenaires et même les petits-enfants qui babillaient tout à l'heure dans le temple. Donc voilà, un grand merci à toi. J'espère que vous aurez peut-être l'occasion tout à l'heure de lui adresser quelques-unes de vos questions, mais c'est difficile aujourd'hui de pouvoir passer des micros, se lever, etc. Vous savez que ça n'est pas permis dans le cadre de nos temples. Donc voilà, c'est maintenant le moment des annonces, qui sont un moment important de nos cultes. Le bulletin de l'amitié de février est sorti, vous l'avez pour beaucoup reçu déjà par mail. Merci à Bruno Planty qui a sorti tout ça en temps et en heure. Il est extrêmement intéressant, extrêmement riche. Il est à votre disposition dans le présentoir du fond du temple. Pour la semaine, alors pour aujourd'hui, nous avons aussi un stand de librairie qui est disponible dans le fond du temple. C'est important que vous puissiez également le faire vivre. Il y a des titres très intéressants. En particulier, il s'est réapprovisionné dans ce livre qui nous intéresse tous, qui sont les mémoires d'André Trocmé, qui sont un livre extrêmement intéressant et qui vient de sortir. Pour le programme de notre semaine, il y a plusieurs groupes qui se réunissent. D'abord, le groupe de pause biblique mardi 2 février de 12h30 à 14h en visio. Je vous signale que notre amie Nicole Gigliotti m'a signalé que si certains d'entre vous veulent participer à ce groupe en visio, qu'ils lui donnent leur adresse mail de façon à ce qu'ils puissent être intégrés à ce groupe. De même pour le groupe Ciel et Terre qui aura lieu samedi 6 à 10h30 également en visioconférence. Ce groupe est déjà très nombreux, mais on peut accueillir encore d'autres gens. Samedi 6 à 10h30, c'est Lionel Sauter qui a préparé la séance et il s'agira de collapsologie. Donc inutile de dire que ça va également résonner par rapport à la conférence d'aujourd'hui. Le groupe des JMJ, vendredi 5 février à 20h en visioconférence. Monsieur Montet nous parlera de ces lieux indispensables que sont les bibliothèques. Samedi prochain, caté pour les jeunes de dernière année. Dimanche à 10h30, il y aura un 4e culte conférence, cette fois en musique, puisque ce sont nos amis musiciens qui ont préparé tout le programme de ce culte sur les psaumes, sur un certain nombre de psaumes qui seront lus également. Il sera animé également par Dominique Hernandez. Il faut aussi s'inscrire, comme tous les autres cultes conférences. Il y a un cahier au fond du temple pour que vous puissiez vous inscrire. Et pour ceux qui n'ont pas eu le temps de s'inscrire, c'est justement juste un petit mail à contact@foyerdelame.fr pour que votre nom paraisse sur la liste de la semaine prochaine. Dimanche encore, à 10h30, école biblique et pré-caté au temple. À 12h, à l'issue du culte conférence, nous aurons l'Assemblée générale de l'entraide du foyer de l'âme. Je ne sais pas si Chantal veut rajouter quelque chose là-dessus, mais on espère que vous soyez nombreux. Que vous soyez membre ou non de l'entraide, vous êtes les bienvenus à cette Assemblée générale. Et puis enfin, pensez encore à la collecte de produits alimentaires et d'hygiène que nous organisons tous les dimanches. Merci à Romain qui coordonne tout ça. Je sais qu'il est allé voir avec Dominique
les Restos du Cœur dans la semaine pour encore mieux coordonner leurs actions et faire et apporter tout ce que nous collectons ici au Restos du Cœur. Mais sachez que ça ne va pas s'arrêter. Il est évident que nous sommes entourés de personnes qui sont en grand besoin, y compris alimentaire, et que tous vos dons sont les bienvenus sur cette action-là. Alors, bien sûr, pour dimanche 7 février, tout dépendra un peu des annonces qui se viendront peut-être dans la semaine. Pour l'instant, les annonces sont plutôt rassurantes, mais ça peut toujours changer. Quoi qu'il arrive, évidemment, consultez le site web et les infos, les bulletins, les mailings web qui vous sont envoyés pour connaître les actualisations. Et puis enfin, il y a une petite erreur dans le bulletin de l'amitié. Le temps de prière œcuménique qui est signalé le 11 février est en fait prévu pour le 13 mars. On a pu corriger un certain nombre d'exemplaires, mais enfin, si ça vous intéresse, bien sûr, c'est important que vous le sachiez. Voilà. Je vous propose de maintenant nous recueillir dans la prière. À moins que quelqu'un d'autre ait une annonce. Excusez-moi. Pardon ? L'offrande. Mon Dieu. Alors là vraiment, Michel, tu aurais quand même pu me secouer. On a été tellement secoués par cette conférence que je pense que du coup, j'ai oublié les choses les plus importantes. C'est de ta faute. Alors voilà, que cette vague d'optimisme qui nous est tombée dessus brutalement se concrétise aussi dans vos dons joyeux, c'est important, l'offrande, et donc c'est pour maintenant. Et je pense que notre organiste va nous faire un petit morceau d'orgue pendant ce temps-là. Inclinons-nous dans la prière. Éternel notre Dieu, nous te prions pour qu'au sein de chaque religion, de chaque Église, de chaque communauté, les forces de discernement, de respect et d'accueil l'emportent sur les tentations du repli, de l'exclusion et de l'indifférence. Nous te prions pour que grandisse entre nous le désir de nous comprendre et de nous respecter. Pour ceux qui combattent pour le respect de la dignité humaine, quelle que soit leur motivation. Nous te prions pour ceux qui sont extérieurs à toute foi, peut-être déçus par l'attitude des croyants. Pour tous ceux pour lesquels le ciel est vide, parce que rien ni personne ne vient rompre leur solitude sur la terre. Pour tous ceux qui désespèrent de toi et des hommes, parce que l'histoire répète sans cesse les mêmes tragédies.
Nous te prions pour que dans les bons comme dans les mauvais jours, nous écoutions les pas du Christ invisible qui chemine avec nous, pour que ton esprit donne sens à nos paroles et force à nos gestes tout au long de notre marche sur la terre. Et nous te disons ensemble la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous d'aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Dieu nous envoie dans le monde pour être ses témoins, pour transmettre son espérance et pour pratiquer son amour. Que notre recherche de ce royaume de Dieu soit sereine, active et joyeuse, car Dieu est proche de chacun d'entre nous. Qu'il nous donne sa paix, sa joie et la chaleur de son amour. Qu'il nous bénisse avec tous ceux qui le cherchent. Allez dans la joie. Amen. Et pour terminer, nous chanterons le cantique numéro 389, les strophes 1 et 4. Asseyons-nous pour écouter Fred qui va nous jouer un morceau également.